J'avais 63 ans quand ma vie s'est brisée un banal mardi après-midi. La porte du garage s'est refermée en ronronnant derrière ma buiquet. Après une longue journée au cabinet d'architecte où j'étais associé depuis 28 ans, j'ai repris le rythme familier du retour à la maison. Patricia, ma femme depuis 39 ans, préparait probablement le dîner ou le mardi, c'était généralement son poulet cacciatore, une recette de sa grand-mère italienne. La maison était silencieuse, hormis le bruit lointain de la douche à l'étage. J'ai défait ma cravate, posé ma mallette sur le comptoir de la cuisine et remarqué le portable de Patricia qui vibrait à côté de la planche à découper. Un oignon à moitié haché était à proximité. Une notification brillait sur l'écran. Un SMS de quelqu'un appelé Greg Bureau. Normalement, je ne regarde pas le portable de Patricia, mais quelque chose n'allait pas. Nous avions toujours eu une politique de téléphone ouvert dans notre mariage, pas de secret, pas d'appareil verrouillé. Ce principe, nous l'avions établi il y a des décennies. L'aperçu du message a attiré mon attention. Tu me manques déjà. Hier soir, c'était incroyable. J'ai hâte qu'il parte pour la conférence à Chicago la semaine prochaine. Ma main tremblait quand j'ai pris le téléphone. Le code d'accès était toujours notre anniversaire mai 2017, le même qu'elle utilisait depuis des années. L'historique des messages s'est ouvert et a révélé des mois d'échanges entre ma femme et ce Greg. Des photos. Des plans. Des détails intimes. Des mots passionnés que Patricia ne m'avait pas adressés depuis des années. La douche à l'étage a cessé de couler. Je suis resté figé, son téléphone à la main, fixant la preuve irréfutable que la femme avec laquelle j'avais bâti ma vie menait une seconde vie sans moi. 39 ans de mariage, 2 enfants, désormais adultes, avec leur propre famille, une maison dans le comté de Westchester que nous avions rénovée ensemble pièce par pièce, l'épargne retraite pour notre chalet au bord du lac dans les Adirondacks, tout cela me semblait soudainement être une façade élaborée. J'ai reposé le téléphone exactement comme je l'avais trouvé et je suis allé dans mon bureau. J'ai refermé doucement la porte derrière moi. Ma respiration était saccadée et douloureuse. Les photos de famille accrochées au mur semblaient se moquer de moi au notre jour de mariage, Patricia rayonnante dans sa robe, notre voyage pour nos noces d'argent en Italie, nous 4 à la remise de diplôme de Jonathan en faculté de médecine, le mariage d'Émilie l'été dernier. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était Greg? Le message mentionnait la conférence à Chicago au mon symposium annuel d'architecture, prévu pour la semaine prochaine. Elle avait tenu compte de mon absence. Je me suis affaissé dans mon fauteuil en cuir, que Patricia m'avait offert pour mes 60 ans. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée sous un poids énorme. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, son fredonnement alors qu'elle retournait à la cuisine. « Harold ? Tu es rentré ?» a lancé sa voix, si familière et désormais soudainement étrangère. Je me suis raclé la gorge, essayant de paraître normal. Dans mon bureau. Je consulte juste rapidement quelques emails avant le dîner. D'accord, chérie. Le dîner est prêt dans 30 minutes. Chérie. Cette marque de tendresse m'a brûlé la peau comme de l'acide. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé l'écran d'un air absent. Qu'est-ce que je devais faire maintenant? La confronter immédiatement? Rassembler d'autres preuves? Appeler nos enfants? Tous les scénarios possibles défilaient dans ma tête, chacun plus douloureux que l'autre. Une chose était claire, je devais connaître toute l'étendue de cette trahison avant de prendre une décision. Le message mentionnait « hier soir ». Mardi. J'étais à la maison hier soir, à travailler tard dans ce bureau, pendant que Patricia disait qu'elle était à son club de lecture. Le club de lecture qui se réunissait le jeudi. J'ai eu la nausée. Combien de mensonges avais-je déjà cru sans poser de questions? Combien de réunions de club de lecture, de cours de yoga et de virées shopping avec Eleanor avait-elle passé avec ce Greg? J'ai ouvert mon navigateur et j'ai tapé « Comment savoir si ma femme me trompe ?» dans la barre de recherche. Puis j'ai immédiatement effacé la recherche. Je me sentais stupide et humilié. Mais j'avais besoin d'informations, je devais comprendre ce qui se passait. Au lieu de ça, j'ai pris mon portable et j'ai envoyé un SMS à notre fils, Jonathan, « Salut, petite question, est-ce que maman a mentionné récemment un nouvel ami ou collègue nommé Greg ?» Sa réponse est arrivée rapidement, pas que je me souvienne. Pourquoi? J'essaie juste de me souvenir de quelqu'un qu'elle a mentionné pour un éventuel projet de maison, ai-je menti, me haïssant d'impliquer même marginalement notre fils dans cette affaire. J'étais assis là, entouré de photos de notre vie commune, et j'avais l'impression de m'être réveillé dans la maison d'une étrangère.
L'odeur de sauce tomate et d'herbes aromatiques filtrait sous la porte. Patricia continuait de cuisiner, comme si elle n'avait pas anéanti notre mariage. La révélation la plus accablante n'était pas seulement la liaison elle-même, mais aussi la supercherie élaborée qu'il avait fallu pour la maintenir. Chaque mensonge était une décision consciente qu'elle avait prise encore et encore. Chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux et me parlait de son club de lecture, c'était une décision consciente de me tromper. Je l'entendis de nouveau appeler mon nom, annonçant gaiement que le dîner était prêt. Je me levai sur des jambes flageolantes, redressai les épaules et me préparai à faire face à la femme qui avait été ma meilleure amie, ma partenaire et toute ma vie d'adulte, et à regarder une étrangère dans les yeux. Le dîner de ce soir-là fut un supplice. Patricia raconta sa journée, s'enquit de la mienne et servit le cacciator avec le même soin que d'habitude. J'observais ses mains, les mêmes mains qui avaient serré les miennes lors des funérailles de mon père, bercé nos enfants nouveau-nés, apparemment, caressé un autre homme la veille au soir. « Tu es silencieux ce soir », dit-elle en me resservant du vin. Dure journée au bureau. Je contemplais son visage, les rides d'expression autour de ses yeux, les mèches argentées dans ses cheveux auburn qu'elle avait cessé de teindre il y a quelques années, lorsque nous avions décidé de vieillir ensemble dans la dignité. À 61 ans, Patricia était toujours magnifique, avec une élégance qui s'était mûrie au fil du temps au lieu de s'estomper. Juste fatigué, articulai-je. Le projet Brookfield me donne des maux de tête. Tu travailles trop, dit-elle en touchant ma main. Je résistais à l'envie de me retirer. Peut-être que ce voyage à Chicago te fera du bien, même si c'est pour le travail. Le voyage à Chicago. Elle était impatiente de retrouver Greg. Peut-être, dis-je en prenant une grande gorgée de vin. Comment s'est passé le club de lecture hier soir? Aucune hésitation ne se lisait sur son visage. Nous avons discuté du roman de Margaret Atwood dont je t'ai parlé. Eleanor l'a trouvé génial, mais je l'ai trouvé un peu surestimé. Le mensonge me parut si lisse et naturel que j'en vins presque à douter de ce que j'avais vu sur son téléphone. Presque. Eleanor était là, demandai-je nonchalamment. Bien sûr. Elle est toujours là. Elle a apporté ces carrés au citron que tu aimes tant. J'aurais dû t'en apporter un. Eleanor. La meilleure amie de Patricia depuis l'université. Était-elle au courant? Couvrait-elle Patricia? L'idée que d'autres puissent être au courant de mon humiliation me rendait malade, physiquement. Après le dîner, Patricia proposa de regarder la série documentaire que nous suivions sur Netflix. Nous nous sommes installés sur le canapé, son poids familier appuyé contre moi comme toujours. Chaque contact entre nous me semblait désormais être un mensonge. Je me suis excusé tôt en prétextant la fatigue et me suis retiré dans notre chambre. Pendant des heures, je suis resté éveillé, fixant le plafond et essayant de recadrer notre mariage à la lumière de ces nouvelles informations. Nous nous étions rencontrés à Cornell à la fin des années 1970. J'étudiais l'architecture, elle l'histoire de l'art. Notre premier rendez-vous était dans un café sur le campus où nous avons discuté jusqu'à la fermeture. 2 ans plus tard, je l'ai demandé en mariage dans ce même café. Nous nous sommes mariés après l'obtention de notre diplôme, avons surmonté mes débuts de carrière et les années maigres de la création d'entreprise. Patricia avait mis ses ambitions de conservatrice de musée en suspens pour élever Jonathan et Emily. Plus tard, lorsque les deux étaient à l'université, elle travailla à temps partiel au service éducatif du Metropolitan Museum. Nous avions surmonté le deuil douloureux de mon père atteint d'Alzheimer, le combat de sa mère contre le cancer du sein, la crise d'adolescence rebelle de Jonathan et les angoisses d'Emily à l'université. Nous nous étions soutenus mutuellement dans chaque crise et avions célébré chaque succès. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand avions-nous commencé à nous éloigner? Était-ce après le départ des enfants? Quand je suis devenu associé à part entière et que mes heures de travail ont augmenté? Quand sa mère est venue vivre avec nous pendant les derniers mois difficiles avant sa mort, il y a 2 ans? Patricia est venue se coucher vers 11 heures, effectuant sa routine du soir crème pour le visage, lunettes de lecture, le roman historique sur sa table de chevet. Elle se pencha pour m'embrasser avant de dormir et je fis semblant de dormir, incapable de supporter l'intimité de ses lèvres sur les miennes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle et j'ai contemplé son visage endormi. Dans mon sommeil, elle ressemblait à la Patricia que j'avais toujours connue, paisible, familière, mienne. Mais elle ne m'appartenait plus. Peut-être depuis un certain temps déjà. Je me suis extirpé du lit et suis allé prendre une douche. L'eau chaude ruisselait sur mes épaules pendant que j'essayais d'échafauder un plan. La conférence à Chicago commençait dans 5 jours. D'ici là,
je devais découvrir toute l'étendue de la tromperie de Patricia. Au petit déjeuner au son muesli fait maison et le café qu'elle préparait exactement comme je l'aimais, j'ai annoncé d'un ton désinvolte, je vais peut-être devoir prolonger mon voyage à Chicago de quelques jours. Des clients potentiels veulent me rencontrer là-bas. La cuillère de Patricia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ah bon? Combien de temps seras-tu absent? Peut-être jusqu'à mardi au lieu de dimanche, dis-je en observant attentivement son visage. Était-ce une lueur de calcul que j'apercevais dans ses yeux? C'est dommage, dit-elle. Mais une bonne opportunité pour toi. Auras-tu du temps libre? J'en doute. Des réunions et des présentations à la chaîne. Tu sais comment sont ces conférences. Elle hocha la tête avec une mine compatissante. Eh bien, je vais bien m'occuper. Peut-être que je vais enfin trier ces albums photos que je remets toujours à plus tard. Ou peut-être qu'elle passerait 5 jours entiers avec son amant. Il faut que j'y aille, dis-je en me levant. Réunion avec les promoteurs de Brookfield à 9 heures. Patricia m'accompagna jusqu'à la porte, comme elle l'avait fait des milliers de fois. Passe une bonne journée, mon chéri, dit-elle en arrangeant ma cravate, comme toujours. Je l'embrassai machinalement sur la joue. La routine de près de 4 décennies l'emportait sur mon dégoût. Alors que je sortais la butte de l'allée, je la vis se tenir sur le seuil, me faisant un signe d'adieu. L'image parfaite de l'épouse dévouée. Au lieu de tourner à gauche vers le bureau, je tournai à droite et me garai un pâté de maison plus loin, dissimulé derrière une rangée d'érables. Il fallait que je sache si elle partait, si le mardi était une habitude. Au bout d'une demi-heure, je la vis partir au volant de sa Volvo argentée, plus soignée que d'habitude lorsqu'elle faisait des courses ou déjeunait avec des amis. Je la suivis à distance, les mains tremblant sur le volant. Elle se rendit dans un café de la ville voisine, pas notre café habituel. À travers la vitre, je l'observais se recoiffer dans un miroir de sac à main avant qu'un homme aux cheveux argentés ne vienne la rejoindre à sa table. Greg, je supposais. Il l'embrassa familièrement sur la joue, s'assit en face d'elle et prit ses mains dans les siennes. Déjà de loin, je voyais le visage de Patricia se tordre de bonheur, une joie rayonnante et libérée que je n'avais pas vue depuis des années. La vie que nous avions construite ensemble me parut soudain comme une production théâtrale sophistiquée, où j'étais le seul à ne pas se rendre compte que nous jouions la comédie. Ce soir-là, je dis à Patricia que je devais rester tard au bureau. Au lieu de cela, j'étais assis dans ma voiture dans le parking et je passais un appel que je n'aurais jamais pensé passer. Landon Barn Investigation, répondit une voix bourrue. C'est Harold Mitchell, dis-je, et ma voix sonna étrangement à mes oreilles. J'ai besoin d'une assistance discrète dans une affaire personnelle. Frank Landon avait été l'un de ses clients lorsqu'il avait rénové son bureau il y a 5 ans. Ancien policier, puis détective privé, il s'était spécialisé dans ce qu'il appelait avec tact les affaires domestiques. Nous étions restés en contact sommaire au fil des ans, nous rencontrant occasionnellement pour déjeuner ou faire un parcours de golf. Harold, dit Frank d'une voix plus douce. Ça fait un bail. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de discuter de quelque chose de confidentiel. En personne si possible. Bien sûr. Pouvez-vous passer au bureau maintenant? 1 heure plus tard, j'étais assis en face de Frank, dans son bureau modeste. Les murs étaient tapissés de témoignages et de photos de famille. Je remarquai qu'il portait une alliance au doigt, j'avais rencontré sa femme lors de l'inauguration de son bureau. Ils avaient l'air heureux. Mais Patricia et moi, c'était pareil. Je crois que ma femme a une liaison, dis-je, et les mots me semblèrent irréels en sortant de ma bouche. L'expression de Frank ne changea pas. Il avait entendu ça d'innombrables fois. Quelle preuve avez-vous? Je lui expliquai l'histoire du texto, de la rencontre au café à laquelle j'avais assisté, et des mensonges sur le club de lecture. Selon vous, ça dure depuis combien de temps? Demanda-t-il en prenant des notes. Je ne sais pas. Les textos que j'ai vus remontent à plusieurs mois, mais... Je m'interrompis, l'impact était trop douloureux pour être exprimé. Frank hocha la tête avec compréhension. Que voulez-vous savoir exactement? Juste une confirmation ou des détails sur la relation? Tout, dis-je avec détermination. Combien de temps ça dure, à quelle fréquence ils se voient, où ils se rencontrent? Je dois comprendre à quoi j'ai affaire avant de la confronter. C'est sage, dit Frank. L'ignorance mène souvent à des décisions regrettables. Il expliqua ses services et ses honoraires, puis demanda, votre femme utilise-t-elle les réseaux sociaux? Les courriels? À quel compte avez-vous accès?
Je réalisais à quel point j'en savais peu sur la vie numérique de Patricia. Nous avions tous les deux nos propres ordinateurs portables, mais connaissions les mots de passe de base de l'autre. Elle utilisait Facebook pour rester en contact avec les enfants et de vieux amis, et Instagram pour partager ses projets de jardinage. Mais je regardais rarement l'un ou l'autre. Elle a les comptes standards Facebook, Instagram, courriel. Je connais certains de ces mots de passe, mais pas tous. Commencez par là, conseilla Franck. La communication numérique laisse des traces. En attendant, je vais commencer la surveillance et les recherches sur les antécédents de ce Greg. Avez-vous son nom de famille? Non, avouai-je, me sentant incapable. Seulement qu'il est répertorié dans ses contacts sous le nom de Greg Bureau. Franck ne jugea pas, nous le découvrirons. Et encore une chose, quelqu'un d'autre est-il au courant de vos soupçons? Personne. Gardez ça comme ça pour l'instant, avertit-il. Même avec des personnes en qui vous avez pleinement confiance. L'information a tendance à remonter à la source. Je quittai le cabinet de Franck avec un étrange mélange de honte et de soulagement. Honte d'avoir à engager quelqu'un pour enquêter sur ma femme, avec laquelle j'étais marié depuis près de 4 décennies, et soulagement d'avoir un professionnel pour m'aider à traverser ce cauchemar. Ce soir-là, pendant que Patricia assistait à son cours de yoga, encore un mensonge, j'étais assis à mon bureau avec son ordinateur portable. Son mot de passe était toujours notre date d'anniversaire, le même que pour son téléphone. Intérieurement, je me sentais comme un intrus dans mon propre mariage, même si c'était elle qui avait abusé de notre confiance. Ces courriels ne révélaient rien d'évident en correspondance avec des amis, confirmation d'un rendez-vous chez le dentiste, bulletin d'information de site web de jardinage. Son Facebook semblait tout aussi anodin, rempli de photos de nos petits-enfants et de commentaires sur les publications d'amis. Son historique de navigation, cependant, révéla autre chose. Bien qu'elle en ait effacé la plus grande partie, elle en avait oublié quelques entrées. Des recherches pour des escapades de fin de semaine dans les Berkshires. Une confirmation de réservation d'hôtel pour le week-end prochain alors que je devrais être à Chicago dans un établissement appelé Mountain View Lodge. Plusieurs visites sur un site web immobilier avec des propriétés en Caroline du Nord. Caroline du Nord? Nous n'avions jamais parlé de déménager là-bas. Nos projets de retraite avaient toujours tourné autour de la maison au bord du lac dans les Adirondacks, que nous avions achetée il y a 5 ans comme résidence permanente. J'ouvris son Google Drive et trouvai un dossier intitulé « Projet personnel ». À l'intérieur, il y avait un document intitulé « Nouveau chapitre ». Avec une sensation de malaise, je l'ouvris. C'était un plan détaillé pour prendre un nouveau départ. Des calculs financiers, un échéancier, des considérations concernant l'atténuation des dommages et la transition vers les nouvelles circonstances. Une section intitulée « Informer H » contenait des points à puce concernant le fait d', attendre le bon moment, et d', insister sur le fait que ce n'est pas de sa faute. Pas de ma faute. Quelle générosité de sa part. Un autre document contenait des recherches sur le droit du divorce dans l'État de New York, le partage des biens et la répartition des comptes de retraite. Elle avait planifié cela de manière méthodique, calculant le moment idéal pour me quitter tout en assurant sa sécurité financière. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû fermer l'ordinateur portable. Patricia n'avait pas seulement une liaison où elle prévoyait de me quitter et de commencer une nouvelle vie avec cet homme. Et ce, tout en continuant à mener notre vie quotidienne comme si de rien n'était. J'entendis sa voiture dans l'allée et replaçai rapidement son ordinateur portable sur son bureau, exactement comme je l'avais trouvé. Quand elle entra, rouge et souriante après son cours de yoga, j'étais assis sur ma chaise habituelle, lisant un journal. « Bon cours ?» demandai-je, étonné de la normalité de ma voix. « Super. Maria est une si bonne entraîneuse. Tu devrais essayer, ça pourrait t'aider avec ton mal de dos. » Maria. Encore un mensonge sur ma liste toujours plus longue. Je me demandais si Patricia cataloguait ses mensonges dans sa tête pour ne pas les mélanger, ou si la tromperie était devenue si naturelle pour elle qu'elle ne s'en rendait plus compte. Peut-être un jour, dis-je, en tournant une page que je n'avais même pas lue. Et si on prenait un verre de vin? J'ai ouvert le cabernet que tu aimes tant. Nous étions assis sur la terrasse, sirotant notre vin, tandis que le soir tombait. Une scène de parfaite félicité domestique qui, à présent, me semblait relever d'un théâtre cruel. J'y pensais, a dit Patricia, je pourrais peut-être aller jeter un coup d'œil à la maison au bord du lac pendant que tu seras à Chicago. On n'y est pas retourné depuis la fête du travail.
La maison au bord du lac se trouvait à 3 heures au nord, un alibi parfait pour son week-end avec Greg à Mountain View Lodge. Je me demandais si elle irait vraiment à la maison au bord du lac ou si elle se contenterait de raconter ça à quiconque lui demanderait où elle était allée. Bonne idée, ai-je répondu. Assure-toi que l'hivernage tient le coup. Un SMS de Franck a sonné sur mon téléphone, il faut qu'on se voit demain. J'ai des infos. Je me suis excusé pour répondre, et convenu d'un rendez-vous dans un café, loin de nos points de rencontre habituels. Quand je suis revenu sur la terrasse, Patricia regardait son téléphone et souriait à ce qu'elle voyait à l'écran. Elle l'a rapidement rangé quand elle m'a remarqué. Émilie m'a envoyé de nouvelles photos des jumeaux, a-t-elle expliqué, bien que je ne lui ai rien demandé. Encore un mensonge. J'ai commencé à me demander si quoi que ce soit entre nous était encore vrai. Le café que Franck a choisi se trouvait dans un centre commercial banal, à 30 minutes de chez nous. Je suis arrivé en avance et j'ai pris une table d'angle où personne ne pourrait nous écouter. Franck est arrivé alors avec une enveloppe en papier craft et une tablette. Gregory Pearson, a-t-il dit sans embâge, en s'asseyant en face de moi. 58 ans, divorcé, cadre supérieur chez Meridian Pharmaceuticals. Réside à Fairfield, Connecticut. Le nom ne me disait rien, mais en l'entendant, la liaison est soudainement devenue plus réelle. L'amant de ma femme n'était plus seulement Greg, c'était une personne concrète avec une vie et une identité. Comment se sont-ils rencontrés, ai-je demandé, la bouche sèche. Franck a consulté ses notes. D'après ce que nous avons pu établir, par l'intermédiaire de la mère de Patricia. Eleanor, ai-je demandé, confus. Non, votre belle-mère. Vivian Richard. Je l'ai regardé fixement. Vivian est décédée il y a 2 ans. Oui, mais avant cela, elle a passé ces 6 derniers mois à Oak Ridge, dans une résidence pour personnes âgées. La mère de Pearson y était aussi, elles étaient même voisines. Pearson lui rendait visite régulièrement, tout comme Patricia. C'est probablement lors de ces visites qu'ils se sont rencontrés. J'avais la tête qui tournait. 2 ans. La liaison durait peut-être depuis 2 ans, ayant commencé alors que Patricia s'occupait de sa mère mourante. Le timing me rendait physiquement malade. Il y a autre chose, a dit Franck en ouvrant l'enveloppe. Pearson prévoit de déménager en Caroline du Nord. Il a accepté un poste dans un établissement de recherche au Research Triangle Park, qui débute en juin. Les recherches immobilières en Caroline du Nord prenaient soudainement tout leur sens. Patricia n'avait pas seulement une liaison où elle prévoyait de partir avec cet homme. Ils ont été plutôt prudents, a poursuivi Franck, mais pas parfaits. Ils se rencontrent principalement dans son appartement à Fairfield, parfois dans des hôtels quand ils veulent passer un week-end ensemble. Leur schéma indique des après-midi de mardi et au moins un week-end par mois. Franck m'a montré des photos de surveillance, Patricia entrant dans un immeuble résidentiel de luxe, les deux se promenant ensemble dans un parc, déjeunant dans un restaurant, les têtes penchées l'une vers l'autre. Sur chaque photo, Patricia avait l'air détendue, heureuse et, d'une certaine manière, plus jeune. Il y a encore quelque chose que tu devrais savoir, a dit Franck avec hésitation. Ils n'ont pas été tout à fait discrets dans leur environnement social. Selon nos enquêtes, plusieurs personnes semblent être au courant de leur relation. Qui, ai-je demandé, bien que je redoutais la réponse. Votre belle-sœur Eleanor, c'est certain. Elles ont déjeuné ensemble à plusieurs reprises. Et peut-être aussi votre fille, Émilie. Émilie. Ma fille était au courant de la liaison de sa mère et ne me l'a pas dit? La trahison dépassait Patricia et touchait aussi mon propre enfant. Comment pouvez-vous être sûr qu'Émilie est au courant? Franck m'a montré une photo Instagram du compte d'Émilie datant d'il y a 3 mois, un repas de famille chez elle. À l'arrière-plan, partiellement coupé, mais toujours visible, Gregory Pearson était assis à table avec Patricia et les autres. Il a été présenté comme un « ami de la famille », a expliqué Franck. Mais sa présence à une réunion de famille suggère un certain niveau d'acceptation. Un complot familial. La phrase du titre de fichier que j'avais choisi lors de l'enregistrement du premier rapport de Franck me semblait maintenant terriblement juste. Ma propre famille me cachait le secret de Patricia. Qu'est-ce qu'il en est de Jonathan, demandai-je, désespérément désireux de découvrir si mon fils était lui aussi impliqué dans cette tromperie. Rien n'indique qu'il soit au courant, répondit Franck. Il vit à Boston et vient rarement nous rendre visite. Il est plus simple de le maintenir dans l'ignorance. Faible consolation. Il y a une autre personne qui, elle, est certainement au courant,
ajouta Franck en faisant glisser une autre photo sur la table. On y voyait Patricia et Grégory dans un café, assis en face d'une femme plus âgée que je reconnus immédiatement, Irène, la belle-mère de Patricia. Ma mère. Ceci a été pris il y a 3 semaines au Willow Garden Café, près de la résidence pour personnes âgées de votre mère. Je fixais la photo sans pouvoir assimiler ce que je voyais. Ma propre mère avait rencontré l'amant de ma femme et ne m'avait rien dit? La trahison me semblait totale et absolue. Je suis désolé, Harold, dit Franck doucement. Je sais que c'est une information difficile à digérer. Difficile était un euphémisme. Toute ma structure familiale s'était révélée être une façade, un réseau de secrets et de mensonges au centre duquel je me trouvais, ignorant de tout. Que me conseillez-vous, demandai-je, me sentant perdu. Cela dépend de ce que vous souhaitez, répondit Franck. Si vous envisagez un divorce, nous avons suffisamment de preuves d'infidélité, même si l'État de New York est désormais un État sans faute. Si vous voulez la confronter, vous avez des preuves irréfutables. Si vous souhaitez comprendre toute la situation avant de prendre une décision, nous pouvons poursuivre l'enquête. Que voulais-je? La question me hantait. Il y a 24 heures, j'aurais dit que je voulais mon mariage, ma femme, ma famille. Maintenant, je n'étais plus certain que tout cela ait jamais existé. J'ai besoin de réfléchir, dis-je finalement. Bien sûr. Il n'y a aucune urgence. Franck me tendit une clé USB. Toutes les preuves sont ici, y compris des informations générales sur Pearson, des rapports de surveillance et des photos. Regardez tout ça quand vous serez prêts. Après avoir quitté Franck, j'ai roulé sans but, finissant par arriver au Marshland Park, où Patricia et moi allions nous promener le dimanche matin. Je m'assis sur un banc face à l'eau, la clé USB pesante dans ma poche. Un SMS de Patricia arriva sur mon téléphone, je vais faire des courses. Tu as des envies pour le dîner? Le caractère tout à fait banal et domestique du message me parut obscène, compte tenu de ce que je savais à présent. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'appelai ma mère, ce que je faisais de toute façon tous les 2 ou 3 jours. Elle répondit à la 3e sonnerie, avec sa voix chaleureuse et familière. Harold! Quelle joie de t'entendre! Bonjour, maman, dis-je, luttant pour garder une voix calme. Je me demandais si tu étais libre pour déjeuner demain. Bien sûr, mon chéri. Tout va bien? Tu as l'air fatigué. Je suis juste débordé par le travail, mentis-je, ajoutant ma propre tromperie à la collection familiale. Je viendrai te chercher à midi. Je raccrochai et continuai à fixer l'eau. Une famille de canards passa en pagayant, une mère, un père et 5 canetons en randonnion. Une petite cellule familiale parfaite, non corrompue par la capacité humaine à la trahison. Mon téléphone vibra à nouveau. Patricia, tout va bien? Tu n'as pas répondu pour le dîner. Je répondis, désolé. Je suis avec un client. Pas d'envie particulière pour le dîner. Un autre mensonge dans notre mariage bâti sur la tromperie. La différence était que Patricia mentait pour protéger son bonheur, tandis que je mentais pour me protéger, le temps que je réfléchisse à ce qui restait de ma vie. La résidence pour personnes âgées Willow Garden, où ma mère vivait depuis 5 ans, était un bel ensemble d'appartements individuels et d'espaces communs, entourés d'un jardin soigneusement aménagé. Après la mort de mon père, ma mère y avait emménagé, disant que la maison familiale contenait trop de souvenirs et trop d'escaliers pour ses genoux vieillissants. Elle m'attendait déjà dans le hall, élégante comme toujours dans une robe bleue avec un collier de perles et ses cheveux blancs parfaitement coiffés. À 84 ans, Irène Mitchell était toujours vive d'esprit et sociable, elle était impliquée dans les comités de résidents, organisait le club de lecture local et entretenait des amitiés avec un large cercle de contemporains. Harold, dit-elle chaleureusement en m'embrassant. Quelle belle surprise. D'habitude, nous déjeunons ensemble le dimanche. J'étais dans le coin pour une réunion, mentis-je en l'aidant à monter dans ma voiture. J'ai pensé que ce serait agréable de te voir. Nous nous rendîmes dans son restaurant préféré, un petit bistrot qui s'adaptait au palais sophistiqué et aux restrictions alimentaires des résidents de la maison de retraite. Pendant le trajet et pendant que nous étions assis, j'ai parlé avec désinvolture de ses activités, de ses amis, de mon travail, de tout sauf de ce qui me préoccupait vraiment. Après avoir commandé, maman a pris ma main par-dessus la table et l'a tapotée. Maintenant, dis-moi ce qui se passe vraiment. Tu as toujours le même air que lorsque tu avais 10 ans et que tu as cassé la fenêtre de Madame Harrington avec ta balle de baseball, mais que tu refusais de l'avouer. Malgré tout, j'ai souri.
Maman a toujours été perspicace. C'est peut-être pour ça qu'elle avait repéré l'aventure de Patricia bien avant moi. Je suis au courant pour Patricia et Gregory Pearson, ai-je dit doucement. L'expression de maman a légèrement changé au pas de surprise, mais de résignation. Elle a retiré sa main et a lissé sa serviette. Je vois, a-t-elle fini par dire. Comment l'as-tu découvert? Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui compte, c'est que tu le savais. Vous les avez rencontrés tous les deux il y a 3 semaines, ici dans ce restaurant. J'ai parlé d'une voix basse et contenue, même si intérieurement, j'avais envie de hurler. Maman m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux bleus aussi semblables aux miens étaient calmes et tristes. Oui, je le savais. Patricia nous a présentés il y a environ 6 mois. 6 mois, ai-je répété. Vous savez depuis 6 mois que ma femme a une liaison et vous ne m'avez rien dit. Ce n'était pas à moi de. Pas ta place, les jeux interrompus, et enfin, ma colère a éclaté. Je suis ton fils. Oui, tu le es, a-t-elle dit fermement. C'est justement pour ça que je ne pouvais pas te dire quelque chose d'aussi dévastateur. Ça devait venir de Patricia. Alors tu l'as protégée à ma place. Maman a secoué la tête. Je ne voulais protéger personne. Je voulais donner à Patricia le temps de faire ce qui est juste, d'elle-même. Ce qui est juste, c'était de ne pas tromper dès le départ, ai-je dit avec amertume. Nos plats sont arrivés, et la conversation a été brièvement interrompue. Aucun de nous n'a fait mine de manger. Harold, a dit maman doucement, une fois que le serveur est parti, les mariages sont compliqués. Tu le sais. Ton père et moi avons aussi eu nos moments difficiles. La comparaison m'a choqué. Tu veux dire que papa t'a trompé? Non, non, a-t-elle clarifié rapidement. Mais nous avons eu nos défis. Des moments où nous nous sommes éloignés et où nous avons dû nous retrouver. Ou des moments où nous n'y sommes pas parvenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman a soupiré. Il y a eu une période, quand tu étais à l'université, où nous avons sérieusement envisagé le divorce. Nous étions des personnes différentes à l'époque, avec des attentes différentes. Nous sommes restés ensemble et avons fini par trouver un nouvel équilibre, mais ça n'a pas été facile. Cette révélation sur le mariage de mes parents que j'avais toujours considéré comme un modèle de stabilité ajoutait une couche supplémentaire de désorientation à un monde déjà instable. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu m'as caché l'aventure de Patricia, ai-je insisté. Quand Patricia m'a présenté Gregory, elle m'a aussi dit qu'elle était confuse et qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle m'a demandé conseil. Maman a pris sa fourchette et a fait glisser la nourriture dans son assiette, sans manger. Je lui ai dit qu'elle devait être honnête avec toi, quoi qu'elle décide. Mais elle n'a pas été honnête. Elle prévoyait de me quitter depuis des mois. J'ai décrit les documents que j'avais trouvés sur l'ordinateur de Patricia. L'expression de maman a trahi une réelle surprise. Elle m'avait dit qu'elle était encore indécise. Que Gregory comptait beaucoup pour elle, mais qu'elle ne voulait pas te blesser, ni blesser la famille. Eh bien, elle a lamentablement échoué, ai-je dit. Tu savais qu'Émilie était aussi au courant de cette affaire? Ils ont organisé des réunions de famille en sa présence. L'expression de maman a révélé qu'elle ne connaissait pas ce détail. Non, je ne savais pas. Je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, quand Patricia a organisé ça. Elle a dit qu'elle voulait avoir mon avis. Et quel point de vue as-tu offert? Des conseils sur la façon de quitter son fils le plus efficacement possible? Harold, a dit maman sèchement, c'est injuste. J'ai dit à Patricia que les secrets détruisent les familles plus profondément que ne le feraient jamais des confrontations honnêtes. Je l'ai exhortée à te parler, soit pour mettre fin à cette liaison, soit pour arranger son mariage. Mais tu ne me l'as pas dit toi-même. Non, a-t-elle avoué. Peut-être que c'était une erreur. Mais j'étais et je suis toujours d'avis que ça doit rester entre toi et Patricia. Mon intervention n'aurait fait qu'aggraver une situation déjà douloureuse. Ton silence ressemble à une trahison, ai-je dit simplement. Maman a de nouveau pris ma main. Cette fois, je l'ai laissé faire. Je comprends pourquoi tu ressens ça. Je suis désolé que tu souffres autant. Mais Harold, tu dois parler directement à Patricia. C'est à vous deux de décider de la suite. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à décider, dis-je. Elle a fait ses plans. La Caroline du Nord avec son nouveau compagnon, un nouveau départ à 61 ans. Pendant ce temps, je suis le mari abandonné que nos amis Plince,
et je dois expliquer à nos petits-enfants pourquoi grand-maman vit maintenant avec quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce qui va se passer, dit maman. On fait constamment des plans qu'on ne réalise pas. Patricia est peut-être confuse et explore des options sans s'y engager pleinement. Vous la défendez, dis-je avec incrédulité. Je ne défends pas son comportement, clarifia maman. L'infidélité est une trahison, point final. Mais je connais Patricia depuis 40 ans. Elle n'est pas malveillante. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans votre mariage pour qu'elle puisse prendre ce chemin. Alors c'est de ma faute? Je n'ai pas dit ça. Un mariage, c'est deux personnes. Quoi qu'il se soit passé, c'est entre vous deux. Je repoussai mon assiette, intacte. Je ne sais même pas ce qui s'est mal passé. Je pensais que nous étions heureux, ou au moins satisfaits. Nous avions des projets, un avenir ensemble. C'est peut-être une partie du problème, dit maman doucement. Parfois, nous nous sentons tellement bien dans notre vie que nous ne voyons plus la personne avec qui nous l'avons construite. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois l'un à l'autre pas des petits-enfants, des réparations de la maison ou de la retraite, mais de vous-même, de vos rêves, de vos déceptions? La question m'atteignit plus durement que prévu. Je ne me souvenais pas. Nos conversations étaient devenues fonctionnelles, logistiques, parfois nostalgiques, mais rarement vraiment intimes. Je l'aime toujours, avouai-je, et ça me fit mal de prononcer ces mots à voix haute. Malgré tout, je l'aime toujours. Maman serra ma main. Alors dis-le lui. Avant de décider quoi que ce soit d'autre, avant de la confronter à ce que tu sais, dis-le lui. Comment puis-je faire comme si je ne savais rien de cette liaison? Tu n'as rien à feindre. Mais si ton but est de comprendre, au lieu de simplement réagir, sois honnête et exprime tes propres sentiments avant de t'attaquer aux siens. Je réfléchis à ce conseil, venant d'une femme qui avait géré 60 ans de mariage avec toutes ses difficultés. Il y avait peut-être là de la sagesse, même si ce n'était pas la confrontation immédiate que mon orgueil blessé exigeait. La conférence à Chicago commence demain, dis-je. Elle croit que je serai absent pendant 5 jours. Elle prévoit de le retrouver dans un chalet dans les Berkshire Mountains. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, admis-je. Une partie de moi veut annuler le voyage et la confronter ce soir. Une autre partie veut aller à Chicago comme prévu et prendre le temps de ne pas penser à elle. Quoi que tu décides, dit maman, souviens-toi que la façon dont tu géreras cela façonnera ta future relation avec Patricia, ou que ce soit en tant que mari et femme, ou en tant que deux personnes qui ont autrefois partagé une vie et qui ont encore des enfants et des petits-enfants. Nous avons finalement déjeuné et parlé de sujets moins douloureux. Alors que je reconduisais maman à Willow Garden, elle dit, « Je suis désolée de ne pas t'avoir dit ce que je savais. Je voulais respecter les limites, mais j'avais peut-être tort. Je comprends votre raisonnement, dis-je, pas encore prêt à pardonner, mais plus en colère non plus. J'aurais juste aimé que quelqu'un se soucie suffisamment de moi pour être honnête. Tu comptes pour nous tous, Harold. Parfois, se soucier, c'est prendre des décisions difficiles sur la façon et le moment d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre. » Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et j'ai promis de la tenir au courant. En partant, j'ai réalisé que je devais prendre des décisions non seulement concernant la confrontation avec Patricia, mais aussi concernant ce que je voulais pour mon avenir, avec ou sans elle. Je décidai de me rendre à Chicago comme prévu. Pas pour assister à la conférence, j'avais appelé et annulé mon inscription sous prétexte d'une urgence familiale, mais pour me donner l'espace de réfléchir, loin du quotidien avec Patricia. J'avais besoin de distance pour décider comment la confronter et ce que j'espérais de cette confrontation. Le matin de mon départ, Patricia prépara mon petit déjeuner préféré, des crêpes aux myrtilles avec du sirop d'érable authentique de notre dernier voyage dans le Vermont. Elle m'aida à faire ma valise et me rappela de prendre mes médicaments pour le cœur et mes lunettes de lecture, que j'oubliais souvent. Sur le pas de la porte, elle m'a donné un baiser d'adieu, un long baiser qui, maintenant, avait le goût amer d'un mensonge cruel. « Bon voyage », a-t-elle dit en redressant une dernière fois ma cravate. « Tu vas me manquer. » Vraiment, ai-je demandé, incapable de masquer l'amertume dans ma voix. Elle a paru brièvement surprise. « Bien sûr. La maison est toujours trop silencieuse quand tu n'es pas là. » J'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de dire un mot de plus sans révéler tout ce que je savais. Je l'ai embrassé sur la joue, j'ai pris ma valise et je suis parti en direction du taxi qui m'attendait, sans me retourner. À l'aéroport, j'ai passé les contrôles de sécurité et j'ai trouvé un coin tranquille dans le terminal. Au lieu d'embarquer pour Chicago, j'ai appelé Frank.
J'ai besoin d'une surveillance de ma maison et du Mountain View Lodge dans les Berkshires ce week-end, ai-je expliqué. Je veux savoir exactement quand elle part, quand elle arrive, et tout ce qui se passe. Je peux m'en occuper, a répondu Frank. Et toi? Tu seras où? Au Courtyard Marriott près de White Plain. Je dois être assez proche pour pouvoir réagir, au cas où je déciderais de lui demander des comptes. J'ai enregistré ma chambre avec ma carte de crédit professionnelle où Patricia ne verrait le débit qu'à la prochaine période de facturation. La chambre était impersonnelle et sans caractère, mais elle offrait anonymat et distance. J'ai déballé mon ordinateur portable et la clé USB que Frank m'avait donnée, et j'ai étalé les preuves de mon mariage en ruine sur le bureau de l'hôtel. Pendant 2 jours, je me suis plongé dans les détails douloureux de l'infidélité de Patricia, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. J'ai appelé le bureau pour leur dire que je travaillais de chez moi pour des raisons familiales. J'ai commandé des repas au service d'étage, mais je n'ai presque rien mangé. J'ai mal dormi et me suis réveillé de rêves où Patricia et moi étions jeunes, marchant main dans la main sur le campus automnal de Cornell. Frank m'envoyait régulièrement des SMS de mise à jour. Sujet a quitté le domicile à 10h15 jeudi avec un sac de voyage. Sujet est arrivé au Mountain View Lodge à 12h30. Enregistrement sous le nom de Patricia Pearson. Le deuxième sujet, G. Pearson, est arrivé à 13h45 et a rencontré le premier sujet dans la chambre 217. Chaque message était un coup de poignard, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble avant de décider quoi faire. Vendredi soir, mon téléphone a sonné où Emily. J'ai failli ne pas répondre, encore bouleversé par sa participation à la liaison de sa mère. Mais c'était ma fille, et malgré tout, je ne pouvais pas l'ignorer. Papa? Comment se passe Chicago? Bien, ai-je répondu brièvement. Les activités habituelles des conférences. Maman a dit que tu as prolongé ton voyage jusqu'à mardi. Tu auras du temps libre? L'occasion de profiter un peu de la ville? La conversation anodine au sujet de mon voyage fictif me semblait surréaliste, compte tenu de ce que je savais maintenant. Probablement pas. Réunion à la chaîne. Papa, tout va bien? Tu as l'air bizarre. J'ai failli craquer et lui demander directement pourquoi elle m'avait caché l'affaire de sa mère et hébergé Gregory Pearson chez elle, me laissant dans l'ignorance. Mais confronter Emily n'était pas ma priorité. Cette conversation viendrait plus tard. Juste fatiguée, ai-je dit. Comment vont les jumeaux? Elle s'est laissée distraire et a bavardé sur les dernières aventures de ses enfants de 4 ans. J'ai répondu de manière appropriée, me demandant en même temps si elle avait été en contact avec Patricia et si elle savait que sa mère était actuellement avec son amant dans un chalet romantique dans les Berkshires. Après avoir raccroché, j'ai pris ma décision. J'allais les affronter pas seulement Patricia plus tard, mais les deux ensemble dans le chalet. J'avais besoin de les voir ensemble pour rendre cette affaire aussi réelle que les photos de surveillance et les SMS ne pouvaient pas le faire. Je voulais que Patricia ait à s'expliquer, non seulement devant moi, mais aussi devant l'homme qu'elle avait préféré à notre mariage. J'ai envoyé un SMS à Frank, je monte au chalet demain. C'est quelle chambre déjà? 217. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Oui. J'ai besoin de les voir ensemble. Voulez-vous que je vous accompagne? Une tierce personne neutre peut parfois aider à éviter une escalade. J'ai réfléchi à sa proposition. La présence de Frank fournirait un témoin et pourrait empêcher la confrontation de dégénérer en déni ou en manipulation émotionnelle. Mais c'était une affaire très personnelle. Je devais affronter la situation en tant que Harold Mitchell, le mari de Patricia, et non en tant que client de Frank Landon. Non, mais merci. Je dois faire ça seul. J'ai passé la nuit à répéter ma réponse, à imaginer leur réaction et à me préparer à tous les scénarios possibles. Au matin, je me sentais curieusement calme, comme si j'avais surmonté le premier choc et la douleur et que j'étais maintenant animé d'une détermination farouche. Le trajet jusqu'au Mountain View Lodge a duré un peu plus d'1 heure. C'était une propriété pittoresque, à la fois rustique et élégante, exactement le genre d'endroit que Patricia et moi aurions apprécié ensemble dans des jours plus heureux. Frank nous avait envoyé un texto pour nous dire que les 2 personnes étaient encore sur les lieux, après avoir dîné au restaurant la veille et pris le petit déjeuner sur leur balcon privé ce matin. Je me suis garé près de l'entrée principale et j'ai aperçu la Volvo argentée de Patricia sur le parking. La voir a rendu la situation indéniablement réelle. Ma femme était ici, avec un autre homme, et elle croyait que j'étais en sécurité hors de l'état. La jeune femme à la réception a souri amicalement.
bienvenue au Mountain View Lodge. Avez-vous une réservation? Non, dis-je. Je suis ici pour surprendre ma femme. Patricia Pearson, chambre 217. Son sourire s'est légèrement estompé. Je suis désolé, monsieur, nous ne pouvons pas remettre de clé de chambre aux personnes non enregistrées. Je n'ai pas besoin de clé, lui ai-je assuré. Montrez-moi simplement le chemin de la chambre. Je frapperai. Elle a hésité, visiblement mal à l'aise face à cette requête. Peut-être pourrais-je appeler dans la chambre et dire à Madame Pearson que vous êtes là. Cela gâcherait la surprise, dis-je en me forçant à sourire. C'est notre anniversaire de mariage. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, notre anniversaire de mariage était le mois prochain. L'idée que Patricia ait peut-être eu l'intention de me quitter avant nos noces de Ruby n'a fait que renforcer ma détermination. Deuxième étage, a finalement dit la réceptionniste. Mais comprenez bien que nous devrons intervenir si le client nous le demande. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers les ascenseurs. Mon cœur battait si fort que je le sentais jusqu'à la gorge. Le couloir du deuxième étage était calme, la plupart des clients profitaient probablement de cette journée printanière. La chambre 217 était au bout, une suite d'angles avec, vraisemblablement, une vue sur les montagnes. Je suis resté un long moment devant la porte, à écouter. J'entendais de la musique douce à l'intérieur et des murmures de voix dont une, clairement celle de Patricia. J'ai levé la main et j'ai frappé fort. Les voix à l'intérieur se sont tues. Puis, des pas se sont rapprochés. Patricia a ouvert la porte. Elle portait une robe bleue décontractée que je n'avais jamais vue auparavant. Son visage a exprimé le choc, puis la confusion et, enfin, une peur indéniable. Harold, halte-t-elle. Qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu? Tu ne vas pas m'inviter à entrer, demandai-je calmement. Derrière elle est apparu un grand homme aux cheveux argentés et à la silhouette athlétique Gregory Pearson en chair et en os, qui avait l'air d'un cadre pharmaceutique prospère dans des vêtements de loisirs coûteux. Patricia, dit-il, interrogatif, en posant une main protectrice sur son épaule. Ce geste si intime, si confidentiel a failli me faire perdre mon sang-froid. Vous devez être Gregory, dis-je en lui tendant la main avec une formalité bizarre. Je suis Harold Mitchell. Le mari de Patricia. Il faut reconnaître à son crédit qu'il n'a feint ni la confusion, ni n'a nié quoi que ce soit. Il me serra fermement la main et me regarda dans les yeux. Peut-être devrions-nous tous nous asseoir et en parler, proposa-t-il. Patricia était toujours figée sur le seuil de la porte, le visage livide. Harold, tu devrais être à Chicago. Comment es-tu? Savais-je que tu étais ici? Que lui existait? L'existence de cette liaison qui dure depuis 2 ans. Tes projets de déménager en Caroline du Nord? Je suis resté calme malgré le tremblement que je ressentais. Je sais tout, Patricia. Chaque mensonge, chaque tromperie. Je sais que notre fille a rencontré ton amant. Et je sais que ma mère l'a rencontré aussi. Elle recula, me laissant entrer dans la suite. Elle était magnifique, un charme rustique avec des commodités modernes, une cheminée, un balcon donnant sur les montagnes et une bouteille de champagne à côté d'un bouquet de roses. Une escapade romantique pour les amoureux. Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda Patricia en s'affaissant sur le bord du lit. Est-ce que ça importe? 1 semaine. Assez longtemps pour comprendre que tout notre mariage est devenu une farce. Gregory s'éclaircit la gorge. Monsieur Mitchell? Harold, s'il vous plaît, l'interrompis-je avec une politesse amère. Nous devrions nous appeler par nos prénoms, vous ne trouvez pas? Après tout, vous couchez avec ma femme depuis 2 ans. Harold, concéda Gregory, c'est évidemment une situation délicate. Patricia et moi n'avons jamais eu l'intention de... Vous n'avez jamais eu l'intention de quoi? De me blesser? De détruire 40 ans de mariage? Conspirer avec ma propre famille pour me laisser dans l'ignorance totale pendant que tu planifiais votre avenir commun? Ma sérénité s'est effritée, la colère montant en puissance et la remplaçant. Qu'est-ce que tu n'avais pas l'intention de faire, exactement? Patricia retrouva sa voix. On n'a pas planifié ça, Harold. C'est juste, arrivé. Les liaisons n'arrivent pas comme ça, Patricia. Elles reposent sur des milliers de petites décisions, des milliers d'instants où tu as choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté, et lui plutôt que moi. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Notre mariage était déjà. Déjà quoi? Fini? Un échec?
Parce que je n'étais pas au courant. Je pensais qu'on était des partenaires, qu'on travaillait ensemble en vue de la retraite, qu'on profiterait de nos petits-enfants et qu'on continuerait la vie qu'on a construite ensemble. Grégory se plaça à côté de Patricia, reprenant son geste protecteur. Peut-être devrais-je vous laisser un peu d'intimité pour en discuter. Non, dis-je, catégorique. Tu ne sors pas d'ici. Tu fais partie de ça. Tu savais qu'elle était mariée. Tu as rencontré ma fille, ma mère. Tu étais prêt à contribuer à la destruction de ma famille. Reste et écoute ça. Il acquiesça, acceptant mes conditions avec une grâce inattendue. Pourquoi, Patricia, demandai-je. La question me hantait depuis des jours. Qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait qui t'a mené à ça? Patricia me regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis mon arrivée. Ce n'est pas une seule chose, Harold. Ce sont des années de séparation. Des années à vivre côte à côte au lieu de vivre ensemble. À quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais, dont je rêvais, de quoi j'avais peur? Ce n'est pas. À quand remonte la dernière fois qu'on a eu une conversation qui ne portait pas sur la maison, les enfants ou les finances? À quand as-tu cessé de me voir comme une femme et commencé à me considérer comme un meuble, fiable et utile, mais qu'on ne remarque pas vraiment? Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne voulais l'admettre. Avais-je fini par la tenir pour acquise? Avais-je cessé de la voir comme elle voulait être vue? Ça ne justifie pas la trahison, déclarai-je. Si tu étais malheureuse, tu aurais pu me parler. On aurait pu travailler sur notre mariage, suivre une thérapie, changer quelque chose. J'ai essayé, avoua-t-elle, à voix basse. Pendant des années, j'ai essayé. J'ai proposé des voyages pour lesquels ce n'était jamais le bon moment. J'ai acheté des livres sur la revitalisation du mariage que tu n'as même jamais remarqué sur la table de chevet. J'ai essayé de te parler de ce qui manquait, mais tu as toujours ramené la conversation à quelque chose de pratique, de tangible. Je n'avais aucun souvenir de ces tentatives, ce qui prouvait peut-être son point de vue plus que toute autre chose. Et lui? Je désignai Grégory du Menton. Qu'est-ce qu'il t'offre que je ne peux pas t'offrir? Grégory avait l'air mal à l'aise, mais n'intervint pas. C'était une affaire entre Patricia et moi. Il écoute, répondit-elle simplement. Il pose des questions et se souvient des réponses. Il remarque quand je change de coiffure ou que je porte une nouvelle robe. Il connaît mon auteur préféré sans que j'aie besoin de le lui rappeler à chaque anniversaire et à Noël. Il me voit, Harold. Chaque mot frappa comme un coup, non pas parce qu'il était cruel, mais parce que j'en reconnaissais la vérité. À quel moment avais-je cessé de vraiment percevoir Patricia? À quel moment était-elle devenue un élément du décor de ma vie, au lieu d'en être le centre? Je t'ai aimé, dis-je, la voix brisée. Je t'aime toujours. Les yeux de Patricia se remplirent de larmes. Je sais. Et je t'ai aimé aussi et je t'aime encore, à bien des égards. Mais l'amour seul ne suffit pas toujours, Harold. Parfois, les gens évoluent dans des directions différentes. Et la Caroline du Nord? Tu prévoyais de partir et tu as géré des affaires financières. Quand comptais-tu me le dire? Ou devais-je rentrer un jour à la maison et constater que tu étais parti? Elle parut sincèrement désespérée. Ces documents, ce n'étaient que des explorations, des possibilités. Je n'avais encore rien décidé de définitif. Je ne serais pas simplement parti, Harold. Quoi qu'il arrive, je t'en aurais parlé d'abord. Quand, demandai-je. Après combien d'autres mensonges? Après combien d'autres week-ends passés à faire semblant d'être au chalet au bord du lac alors que tu étais avec lui? Grégory prit finalement la parole. Patricia a été très tourmentée par cette situation, Harold. Elle a essayé de trouver la meilleure issue possible, celle qui causerait le moins de douleur à toutes les personnes concernées. Que d'égards, ironisai-je. Et toi? Qu'est-ce que tu veux de tout ça? Il me fixa droit dans les yeux. Je l'aime. Je veux qu'elle soit heureuse, que ce soit avec moi ou non. Cette simple déclaration, dénuée de toute défense ou excuse, n'a fait qu'attiser ma colère. J'aurais préféré qu'il soit un salaud, quelqu'un que je puisse haïr sans réserve. Au lieu de cela, il me paraissait être un homme convenable tombé amoureux de ma femme ou une femme que j'avais peut-être déçue d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Et maintenant, que se passe-t-il? Ai-je demandé en les regardant tour à tour. Tu rentres à la maison et on fait comme si de rien n'était? Tu fais tes valises et tu pars avec lui? C'est quoi le plan?
Patricia. Elle essuya les larmes qui lui coulaient sur les joues. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, Harold. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'essayais de comprendre ce que je veux vraiment, ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui aurait été le mieux pour tout le monde, c'était d'être honnête dès le début, dis-je. Ce qui aurait été le mieux pour tout le monde, c'était de me dire que tu étais malheureuse avant d'aller chercher du réconfort ailleurs. Tu as raison, admit elle. J'ai tout faux. J'ai été lâche. Son aveu apaisa un peu ma colère, la laissant place à une profonde tristesse. Nous restâmes assis en silence pendant un long moment, trois personnes prises au piège d'un drame humain douloureux pour lequel il n'y avait pas de solution simple. Je vais prendre une chambre au Courtyard Marriott à White Plain, dis-je finalement en me levant. Je ne rentre pas à la maison pour le moment. J'ai besoin d'espace. De temps pour réfléchir. Patricia hocha la tête, compréhensive. Et les enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Emily est déjà au courant de ton aventure, dis-je. Quant à Jonathan, je ne sais pas. Il faudra qu'on en reparle. Je me retournai pour sortir, mais m'arrêtai sur le seuil de la porte. Encore une chose. Ma mère m'a dit qu'elle t'avait conseillé d'être honnête avec moi et de prendre une décision claire. Elle avait raison. Quoi que tu décides, Patricia, plus de mensonges. C'est ce que je mérite. Je quittai la pièce sans attendre sa réponse, refermant doucement la porte derrière moi. Dans l'ascenseur, je perdis définitivement contenance. Je m'adossai au mur, les larmes ruisselant sur mon visage pendant que je descendais vers le hall. La jeune réceptionniste détourna le regard lorsque je passais, me laissant ainsi la possibilité de savourer ma peine sans être dérangé. Je suis resté longtemps assis dans ma voiture avant de démarrer le moteur, à fixer la maison où ma femme était probablement en train de parler de notre dispute avec son amant. J'avais imaginé que ce moment m'apporterait une conclusion, des réponses, peut-être même une satisfaction. Au lieu de cela, je me sentais vidé et incertain de toutes mes convictions concernant mon mariage, ma femme et moi-même. Lorsque je suis finalement parti, j'ai réalisé que le plus difficile dans la confrontation avec la trahison de Patricia n'était pas d'apprendre l'existence de cette liaison. C'était d'être confronté à la possibilité que j'ai contribué à la distance entre nous, que je n'ai pas entretenu le lien qui avait autrefois été au centre de ma vie. La voie à suivre était incertaine, mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le Courtyard Marriott devint mon domicile temporaire, les jours se transformant en une semaine. Patricia m'avait appelé et écrit plusieurs fois, me demandant de la rencontrer pour discuter et faire le bilan des ruines de notre mariage. Je n'étais pas prêt. J'avais besoin de temps pour digérer non seulement sa trahison, mais aussi mon propre rôle dans notre éloignement. Le troisième jour, Jonathan a appelé. Sa voix était crispée d'inquiétude. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que tu étais au courant de sa relation avec Greg. Elle est complètement bouleversée. Tout va bien? » Patricia lui avait donc dit. « Tu étais au courant ?» lui demandai-je. C'était la question qui me brûlait les lèvres. « Non » dit-il avec fermeté. Je n'étais pas au courant, jusqu'à ce que maman m'appelle hier. « Papa, je te l'aurais dit. » Tu le sais, non? Je le croyais. Jonathan avait toujours été honnête, même pendant son adolescence rebelle. S'il avait été au courant de cette liaison, il ne me l'aurait pas caché. Emily était au courant, dis-je, sans pouvoir masquer la douleur dans ma voix. Elle l'avait même invité à des dîners de famille. Jonathan resta silencieux un instant. J'en ai parlé avec Em. Elle a dit que maman présentait Greg comme un ami de la maison de retraite où grand-mère vivait. Elle n'était pas au courant de leur relation jusqu'à récemment. Depuis combien de temps? Il y a quelques mois, lors d'une visite, elle a remarqué quelque chose qui clochait. Elle a confronté maman. Maman a admis qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, mais elle a dit que c'était compliqué et qu'elle essayait de mettre les choses au clair. Et Emily pensait que son père ne méritait pas de savoir? L'amertume dans ma voix était indéniable. Elle a dit à maman qu'elle devait te parler. Maman l'a promis et a dit qu'elle attendait juste le bon moment. Jonathan soupira. Et Em se sent horriblement mal, papa. Elle pensait respecter la façon de faire de maman tout en la poussant à être honnête avec toi. Elle n'aurait jamais cru que ça prendrait autant de temps. J'avais envie d'être en colère contre Emily et de l'inclure dans le cercle de trahison qui s'était formé autour de moi. Mais je comprenais l'impossible situation dans laquelle elle se trouvait, tiraillée entre la loyauté envers ses deux parents,
essayant d'honorer le souhait de sa mère tout en la pressant d'être honnête. Je vais parler à Emily, promis-je. Mais pour l'instant, j'essaie encore de comprendre ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, demanda Jonathan doucement. C'était la question que j'avais éludée. Que voulais-je? Sauver un mariage qui s'était effrité en silence sans que je m'en aperçoive? Recommencer seul à 63 ans. Punir Patricia pour sa trahison. Comprendre pourquoi notre lien s'était ainsi brisé. Je ne sais pas encore, admis-je. J'ai besoin de temps. Une fois l'appel avec Jonathan terminé, j'ai finalement ouvert les emails que Patricia m'avait envoyés. Le dernier était simple. Harold. Quand tu seras prêt à parler, je serai là pour toi. Je te dois l'honnêteté, et tu mérites des réponses à toutes tes questions. Quoi qu'il arrive entre nous, je veux que tu saches que la vie que nous avons partagée n'était pas un mensonge. L'amour que nous avons partagé, la famille que nous avons fondée, c'était réel, même si nous nous sommes perdus de vue. Patricia. J'ai fermé l'email sans répondre, mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. La vie que nous avions construite ensemble avait été réelle. La question était de savoir s'il restait quelque chose dans les ruines qui méritait d'être sauvé. Le lendemain, j'ai appelé Emily. Notre conversation a été difficile, elle était en larmes, moi réservé. Elle m'a expliqué son point de vue, sa lutte avec la connaissance de la liaison de sa mère et ses efforts pour pousser Patricia à l'honnêteté. J'aurais dû te le dire, admit-elle. Je voulais respecter la demande de maman d'avoir un peu de temps tout en l'encourageant à faire ce qui est juste. Je n'aurais jamais cru qu'elle laisserait traîner les choses aussi longtemps sans te le dire. Tu as été placé dans une situation impossible, concédai-je, et ma colère envers elle s'apaisa. Mais Emily, je dois savoir, y a-t-il encore quelque chose que j'ignore? Quelque chose qu'on me cache. Elle hésita juste assez longtemps pour m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je. Ce n'est pas à propos de maman, dit-elle rapidement. C'est à propos de grand-mère Irène. Qu'est-ce qu'elle a? J'étais immédiatement aux aguets, inquiet pour la santé de ma mère. Elle a aidé maman financièrement. Ces derniers mois. Cela n'avait aucun sens. Patricia n'a pas besoin d'aide financière. Nous avons des comptes communs et des économies considérables. Pas pour les dépenses courantes, expliqua Emily. Pour la thérapie. Maman voit un thérapeute 2 fois par semaine depuis presque 1 an pour gérer ses sentiments à propos de sa liaison et de votre mariage. Elle ne voulait pas utiliser vos comptes communs parce qu'elle ne voulait pas que tu voies les débits et que tu poses des questions avant qu'elle ne soit prête à parler. Ma mère avait financé la thérapie de Patricia, dans laquelle elle discutait de la possibilité de me quitter. La révélation était à la fois douloureuse et déconcertante. Pourquoi ma propre mère faciliterait-elle cela? Le lendemain, je suis allé à Willow Garden et j'ai trouvé ma mère dans son appartement, où elle était en train d'arranger des fleurs dans un vase, toujours une maîtresse de maison, même à plus de 80 ans. Tu as payé la thérapie de Patricia, dis-je sans détour. Maman posa délicatement ses ciseaux. Oui, c'est vrai. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi l'aiderais-tu à réfléchir à l'idée de quitter ton fils? Je ne l'ai pas aidé à te quitter, corrigea maman. Je l'ai aidé à y voir plus clair. C'est différent. Ça ne me semble pas différent, de là où je suis. Maman me fit signe de m'asseoir. Harold, quand Patricia est venue me voir et m'a parlé de ses sentiments pour cet autre homme, elle était désespérée et perdue. Elle a dit qu'elle t'aimait toujours, mais qu'elle se sentait éloignée de toi, invisible. Elle voulait comprendre ses propres sentiments avant de te blesser. Alors tu as financé son voyage de découverte de soi pendant qu'elle me trompait activement? L'amertume dans ma voix était indéniable. J'ai soutenu financièrement sa démarche pour prendre la bonne décision, déclara maman avec fermeté. Le docteur Levinson est un excellent thérapeute, spécialisé dans les problèmes conjugaux. Patricia n'allait pas en thérapie pour justifier sa liaison où elle voulait comprendre pourquoi elle en avait une et ce que cela signifiait pour ses besoins et votre mariage. Je secouai la tête, toujours incapable d'accepter le rôle de ma mère dans tout cela. Tu aurais pu l'encourager à me parler directement et à suivre une thérapie de couple ensemble. Je t'y ai encouragé, insista maman. À plusieurs reprises. Mais Patricia n'était pas prête. Elle avait peur de te blesser, peur de ta réaction, peur de détruire votre mariage, s'il y avait encore une chance de le sauver. Alors, elle a continué sa liaison tout en se demandant si notre mariage valait la peine d'être sauvé. Quelle délicatesse. Maman prit ma main. Harold,
je ne défends pas sa liaison. C'était mal, une rupture de confiance. Mais les gens font des erreurs, même les bonnes personnes, qui ont été de bons conjoints et de bons parents pendant des décennies. Savais-tu qu'elle le voyait encore? Pendant qu'elle suivait la thérapie que tu finançais? L'hésitation de maman valait bien une réponse. Tu savais, dis-je en retirant ma main. Tu savais qu'elle me trompait activement pendant qu'elle était censée analyser ses sentiments à propos de cette tromperie. C'est compliqué, Harold. Les sentiments humains ne suivent pas de schéma fixe. Patricia essayait vraiment de comprendre ce qu'elle voulait et ce qui causerait le moins de souffrance à toutes les personnes concernées. Le moins de souffrance aurait été d'être honnête dès le départ, dis-je, reprenant ce que j'avais dit à Patricia dans le chalet. Le moins de souffrance aurait été d'aborder nos problèmes conjugaux avant de chercher du réconfort ailleurs. Oui, acquiesça maman. Mais on ne peut pas changer le passé. La question maintenant est de savoir comment aller de l'avant. C'était la même question que tout le monde me posait sans cesse, la même à laquelle je ne pouvais pas répondre. Qu'est-ce que je voulais ensuite? Je quittais Willow Garden sans avoir vraiment digéré mes sentiments concernant l'implication de ma mère. Comme Emily, elle s'était retrouvée dans une situation impossible, essayant de soutenir Patricia et moi de différentes manières. Je ne pouvais pas encore tout à fait lui pardonner, mais je comprenais que ses intentions étaient plus complexes que de la simple déloyauté. Ce soir-là, je reçus un SMS de Frank Landon, « Prends de mes nouvelles. Comment vas-tu » J'appréciais sa sollicitude, qui semblait dépasser le simple intérêt professionnel. En cours de traitement, répondis-je. Toujours à l'hôtel. Je réfléchis encore à la suite. Si tu as besoin de parler pas en tant qu'enquêteur et client, mais en tant que personne ayant déjà vécu ta situation, je suis là. Je n'avais pas imaginé que Frank avait peut-être lui-même vécu une infidélité. Sa proposition me rappela que je n'étais pas seul sur ce chemin douloureux, que d'innombrables autres l'avaient emprunté avant moi. Merci, répondis-je. J'accepterai peut-être ton offre. 2 jours plus tard, le moment était venu. Nous nous retrouvâmes dans un bar tranquille, loin de mes lieux de rencontre habituels. Frank était en tenue décontractée au lieu de ses vêtements de travail, et il ressemblait davantage à un ami qu'à un enquêteur. Ma femme a eu une liaison il y a 12 ans, dit-il après que nous ayons commandé des boissons. Avec mon associé. Je l'ai découvert de la même manière que toi en tombant par hasard sur des messages qui ne m'étaient pas destinés. Que s'est-il passé, demandai-je, avide du point de vue de quelqu'un qui avait survécu à ce que je vivais. Au début? Le chaos. De la douleur. De la colère. J'ai déménagé, j'ai demandé le divorce et j'ai coupé les ponts, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Frank prit une gorgée de scotch. J'étais absolument certain que nos 20 ans de mariage étaient terminés. Mais tu portes une alliance, remarquai-je. Il hocha la tête et regarda l'anneau doré. Après 6 mois de séparation et de procédure de divorce, Diane a demandé si nous pouvions tenter une thérapie pas nécessairement pour sauver le mariage, mais au moins pour comprendre ce qui s'était passé, et pour trouver une manière plus saine d'aller de l'avant, même si cela signifiait que nous devions nous séparer. Et tu as accepté? Pas au début. J'étais encore trop en colère, trop blessé. Mais à un moment donné, oui. En partie pour nos filles adolescentes, en partie parce que, malgré la colère, je l'aimais toujours. Cela me toucha profondément. Malgré tout, j'aimais encore Patricia. C'était l'une des raisons pour lesquelles sa trahison m'avait si profondément affecté. La thérapie nous a aidés à identifier des schémas auxquels nous avions tous les deux contribué, poursuivit Frank. Nous avions cessé de communiquer et de nous voir. La liaison restait sa décision, sa trahison à notre thérapeute était très claire là-dessus. Mais la distance dans notre mariage, celle qui nous a rendus vulnérables à une aventure, nous y avions tous deux contribué. Êtes-vous restés ensemble, demandai-je, bien que l'alliance laissait deviner la réponse. Oui, finalement. Cela a nécessité 2 ans de travail intensif, des séances individuelles, de la thérapie de couple, une honnêteté brutale des 2 côtés. Il a fallu, en gros, reconstruire un tout nouveau mariage sur les ruines de l'ancien. Lui fais-tu confiance maintenant? Frank réfléchit attentivement. La confiance après une trahison, c'est compliqué. Ce n'est pas un interrupteur qu'on peut simplement réactiver. Elle se reconstruit lentement, par des actions cohérentes au fil du temps. Est-ce que je lui fais autant confiance qu'avant la liaison? Non. Cette confiance innocente est perdue à jamais. Mais j'ai confiance en la relation que nous avons construite depuis.
Elle est plus honnête et plus consciente qu'avant. Est-ce que ça valait la peine? Le travail, la douleur, la reconstruction? Pour nous, oui. Mais Harold, ça ne veut pas dire que c'est la bonne voie pour tout le monde. Certains mariages ne peuvent pas, et ne devraient pas, être sauvés après une infidélité. Certaines personnes ne peuvent pas surmonter une telle trahison, et c'est aussi une décision légitime. Ces paroles me donnaient la permission d'examiner toutes les options sans préjugés. La réconciliation n'était pas automatiquement honorable, le divorce n'était pas automatiquement un échec. La bonne voie dépendrait de ce que Patricia et moi voulions tous les deux, et de ce pourquoi nous étions tous les deux prêts à travailler. Comment le savais-tu? Demandai-je. Comment as-tu su si tu devais essayer ou partir? On ne le sait jamais avec certitude, avoua Frank. Mais je me suis demandé si, malgré toute la douleur et la colère, j'aimais encore assez Diane pour au moins envisager la possibilité du pardon. La réponse était oui. Ensuite, j'ai dû lui demander si elle éprouvait un réel remords et si elle était prête à faire le travail ardu de la reconstruction. Là aussi, oui. Sans ces deux conditions préalables, une réconciliation aurait été impossible. En rentrant à l'hôtel ce soir-là, je repensais à l'histoire de Frank. Aimais-je encore assez Patricia pour lui pardonner? Oui, même si la voie à suivre était floue et certainement difficile. Éprouvait-elle un réel remords? Cela restait à voir. Notre dispute au lodge avait été trop chargée d'émotions et trop violente pour évaluer véritablement à quel point elle était prête à réparer ce qu'elle avait détruit. Pour la première fois depuis que j'avais appris l'existence de cette liaison, je me sentais prêt à parler directement à Patricia, pas encore pour prendre des décisions, mais pour entamer un processus de communication honnête qui aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Je lui ai écrit, je suis prêt à parler. Demain, 14 heures, au hangar à bateau du Marshland Park. Sa réponse fut immédiate, je serai là. Merci, Harold. Le parc était un terrain neutre, un lieu public où nous pourrions parler sans être interrompus, sans la charge émotionnelle de notre maison ou l'inconfort de ma chambre d'hôtel. Le hangar à bateau donnait sur le lac où nous nous promenions souvent le dimanche après-midi, parlant de banalités et ratant des occasions de connexion plus profondes. En me préparant à cette rencontre, je me suis rendu compte que tout ce qui allait se passer ensuite, réconciliation ou séparation, serait déterminé par notre volonté de nous voir et de nous écouter enfin clairement, peut-être pour la première fois depuis des années. Un mardi après-midi, c'était calme au hangar à bateau du Marshland Park. Seuls quelques couples âgés nourrissaient des canards, et une jeune mère poussait une poussette le long du chemin. Je suis arrivé en avance, j'ai trouvé un banc avec vue sur l'eau, et j'ai répété ce que je voulais dire, même si je savais que mon script se dissoudrait probablement dès que Patricia arriverait. Elle est apparue à l'heure, à 14 heures, s'approchant de moi avec l'allure gracieuse que j'avais toujours admirée. Elle portait une simple robe bleue et un cardigan, et ses cheveux poivre et sel tombaient librement sur ses épaules, au lieu d'être noués dans un chignon soigné comme d'habitude. Elle me semblait à la fois familière et différente, peut-être parce que c'était la première fois depuis des années que je la revoyais véritablement. « Harold, dit-elle doucement, s'arrêtant à quelques pas, merci d'accepter de me parler. » Je lui fis signe de s'asseoir à côté de moi. « Je t'en prie, assieds-toi. » Elle s'installa sur le banc, maintenant une distance respectueuse entre nous. Pendant un moment, nous avons tous les deux regardé l'eau. Le silence confortable des couples mariés de longue date était assombri par la conscience gênante de tout ce qui avait changé. « Comment vas-tu » demanda-t-elle finalement. « Tu imagines dans quel état je suis ?» Les mots avaient claqué, plus aigus que je ne l'avais voulu. J'ai pris une grande inspiration et j'ai recommencé. Je me bats. J'essaie de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Patricia a acquiescé en silence, les mains jointes fermement sur ses genoux. Je vois le docteur Levinson, mon thérapeute, 2 fois par semaine depuis la dispute. J'essaie de comprendre la même chose. Émilie m'a parlé de la thérapie. Que maman payait. Oui, a-t-elle admis. J'aurais dû te parler de la thérapie dès le début. C'était mal de te le cacher, mal d'impliquer ta mère comme ça. Pourquoi as-tu fait ça, ai-je demandé. Nous aurions pu nous permettre la thérapie. Pourquoi tout ce secret? D'abord, parce que je voulais comprendre mes propres sentiments avant de te les imposer. Ensuite, parce que j'avais honte de ce dont je parlais, mon aventure, ma confusion, mon insatisfaction par rapport à certains aspects de notre mariage. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Plus j'attendais, plus il était difficile d'être honnête. Chaque mensonge rendait le suivant plus facile, jusqu'à ce que je mène une double vie que je n'aurais jamais imaginée.
Sa franchise était à la fois douloureuse et rafraîchissante. Tu le vois encore, ai-je demandé la question qui me brûlait les lèvres depuis longtemps. Non, a-t-elle dit avec fermeté. Pas depuis le jour au chalet. J'ai dit à Grégory que j'avais besoin d'une rupture totale pendant que je définissais ce que je voulais vraiment, ce qui était juste pour toutes les personnes concernées. Et que veux-tu, Patricia? Elle a pris une profonde inspiration. Je veux savoir si notre mariage peut encore être sauvé, si nous pouvons reconstruire quelque chose ensemble. Mais je veux aussi que tu aies ce que tu mérites, une femme qui s'engage pleinement envers toi. Tu n'étais pas vraiment engagé quand tu as entamé cette liaison, ai-je constaté. Non, c'est vrai, a-t-elle acquiescé. J'ai rompu nos vœux, j'ai abusé de ta confiance. Il n'y a aucune justification à cela, aucune excuse qui puisse le rendre acceptable. Son aveu direct de sa faute, sans détour ni réserve, m'a surpris. Je m'attendais davantage aux explications qu'elle avait données au chalet sur le sentiment de ne pas être vue, entendue et connectée. Et la Caroline du Nord, ai-je demandé. Les plans que j'ai trouvés sur ton ordinateur? J'ai fait des recherches, j'ai exploré des possibilités, a-t-elle admis. Grégory a accepté un poste là-bas à partir de juin. Il m'a demandé si je voulais venir. J'ai envisagé la chose. La confirmation était douloureuse, même si je savais déjà que c'était vrai. Et maintenant? Maintenant, je lui ai dit que je ne pouvais prendre aucune décision concernant notre avenir tant que je n'aurais pas réglé les choses avec toi ou d'une manière ou d'une autre. C'est attentionné de ta part, ai-je répondu, incapable de masquer l'amertume dans ma voix. C'est ce que je mérite, a-t-elle admis. J'ai tout terriblement mal géré, Harold. Cette liaison, les mensonges, les plans dans ton dos. Si tu ne peux pas me pardonner, je le comprendrai. Si tu veux divorcer, je ne contesterai rien. Tu peux garder la maison, le terrain au bord du lac, je ne prendrai que ce qui est juste. Sa volonté d'accepter les conséquences était une autre surprise. La Patricia que j'avais affrontée au chalet semblait sur la défensive, justifiant ses actes par mes erreurs. Cette Patricia semblait différente, repentante et responsable. Pourquoi devrais-je te croire, maintenant, ai-je demandé simplement. Tu me mens depuis 2 ans. Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste une nouvelle mise en scène? Tu ne peux pas, a-t-elle répondu avec simplicité. La confiance, ça se regagne avec des actes, pas avec des mots. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est être honnête et espérer qu'avec le temps, tu reconnaîtras que je pense ce que je dis. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant un couple de personnes âgées se promener bras dessus bras dessous sur le sentier. Serions-nous un jour à leur place, ou cet avenir était-il irrémédiablement perdu? Le docteur Levinson a suggéré que nous pourrions essayer une thérapie de couple, si tu es d'accord, a déclaré Patricia avec prudence. Pas avec la garantie d'une réconciliation, mais au moins pour comprendre ce qui est arrivé à notre mariage et s'il y a encore quelque chose à sauver. Suite à ma conversation avec Franck, j'avais envisagé cette même possibilité. Je serais peut-être ouvert à cette idée, ai-je dit. Mais Patricia, j'ai besoin de savoir, m'aimes-tu encore? Pas seulement le passé partagé ou la famille que nous avons construite, mais moi, la personne que je suis maintenant. Ses yeux se sont emplis de larmes. Oui, Harold. Je t'aime toujours. C'est ce qui rend tout ça si déroutant et douloureux. Je t'aime et je t'ai trompé. Je t'aime et je t'ai profondément blessé. Je t'aime, et j'ai envisagé de te quitter. Ces contradictions m'ont déchiré. Et Grégory? L'aimes-tu aussi? Elle ne détourna pas le regard, ne tarda pas à répondre. Oui, j'ai des sentiments pour lui. Différents de ceux que j'ai pour toi, mais réels. Je ne t'insulterai pas en le niant. Son honnêteté était douloureuse, mais nécessaire. Je ne peux pas rivaliser avec une fantaisie, dis-je. Une liaison est faite de pics, pas de réalité banale. Pas de facture, pas d'inquiétude pour la santé, pas de désaccord sur le remplacement du chauffe-eau. Je sais, dit-elle. Grégory et moi n'avons pas le passé commun, les fondations communes, les liens familiaux que nous partageons. Mais Harold, si nous essayons de reconstruire notre mariage, ça ne doit pas être uniquement pour des raisons de passé, de commodité ou de peur du changement. Ça doit être parce que nous voulons réellement être ensemble, créer quelque chose de significatif pour l'avenir. Elle avait raison. Rester ensemble par habitude ou par peur ne ferait qu'éterniser notre malheur commun. J'ai réfléchi à ce que tu as dit dans le chalet, avouai-je. Que je ne te voyais pas,
que je ne te demandais pas quels étaient tes rêves et tes peurs. Il y avait du vrai là-dedans. Je t'ai tenue pour acquise, en supposant que tes besoins et tes désirs correspondaient aux miens, sans vraiment vérifier. Patricia avait l'air surprise par mon aveu. Nous avons tous les deux cessé de vraiment nous voir, dit-elle. Je me suis replié sur moi-même quand je ne me sentais pas écouté, au lieu de faire plus d'efforts pour communiquer. J'ai accumulé du ressentiment au lieu de résoudre les problèmes directement. La liaison était ma décision, mon échec mais la distance dans notre mariage s'est installée entre nous deux. Sa volonté de reconnaître son rôle dans notre séparation, tout en assumant l'entière responsabilité de sa trahison, me sembla être un pas dans la direction de l'honnêteté dont nous aurions besoin si nous voulions avoir le moindre espoir de continuer ensemble. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Cela dépend entièrement de tes désirs, dit-elle. J'ai emménagé dans la chambre d'amis. Je peux y rester ou chercher un appartement si tu veux que je m'en aille. Je peux te donner autant d'espace et de temps que tu en as besoin. Je pesais les options. L'hôtel était cher et impersonnel, mais rentrer à la maison tout en devant encore gérer la trahison de Patricia me semblait tout aussi difficile. Je veux rentrer à la maison, décidai-je. Dans ma maison, dans mon propre monde. Si tu veux rester dans la chambre d'amis pour l'instant, c'est d'accord. Mais Patricia, je ne prends aucune décision quant à notre avenir. J'ai besoin de temps, et d'une honnêteté absolue de ta part. Bien sûr, acquiesça-t-elle rapidement. Une honnêteté absolue, tout ce que tu as besoin de savoir. Même à propos de Grégory, précisai-je. Si tu le contactes, si lui te contacte, je dois le savoir. Plus de secrets. Plus de secrets, promit-elle. Je vais dire à Dr Levinson que je serai d'accord pour passer à une thérapie de couple, si tu y es disposé. Mais Harold, je comprends si tu décides que tu ne peux pas surmonter ça. Je ne te mettrai aucune pression. Alors que nous retournions à nos voitures, un mélange complexe de sentiments m'envahit, de la colère et de la douleur persistante, oui, mais aussi un sentiment timide de possibilité. Pas la certitude que notre mariage pouvait être sauvé, mais l'ouverture à découvrir si quelque chose de nouveau pouvait être construit à partir des ruines. Ce soir-là, je suis retourné dans notre maison. Patricia avait préparé mon plat préféré, mais elle n'a pas insisté pour que je mange avec elle. Elle l'a simplement laissé au chaud dans le four et a écrit « C'est là, si tu veux. Je suis dans la chambre d'amis si tu as besoin de parler davantage. » J'ai mangé seul à la table de la cuisine, entouré des choses familières de notre vie commune, la vitrine que nous avions achetée pour notre 10e anniversaire de mariage, le réfrigérateur rempli de photos de nos petits-enfants, le calendrier mural avec les rendez-vous et les anniversaires de la famille. Tout était resté pareil, et pourtant, tout avait fondamentalement changé. Après le dîner, j'ai appelé Jonathan et Émilie séparément pour leur dire que j'étais rentré à la maison, mais que Patricia et moi étions encore en train de régler les choses. Tous les deux ont exprimé leur soutien sans insister sur les détails ou les résultats. « Prends soin de toi, papa, dit Jonathan. Quoi que tu décides, Em et moi sommes là pour toi. Nous vous aimons tous les deux, ajouta Émilie pendant notre conversation téléphonique. Mais vous devez faire ce qui est juste pour vous, pas ce qui est le plus facile pour la famille. Votre maturité et votre compassion m'ont profondément touché. Quoi qu'il se soit passé entre Patricia et moi, nous avions élevé des enfants qui étaient devenus des adultes réfléchis et attentionnés. Plus tard dans la nuit, allongé seul dans notre lit, Patricia gardant respectueusement ses distances dans la chambre d'amis, où j'ai repensé au chemin qui nous avait menés jusque-là, et à celui, incertain, qui s'ouvrait devant nous. La découverte de la liaison de Patricia avait ébranlé ma compréhension de notre mariage et m'avait forcé à faire face à des vérités douloureuses sur ses choix et les miens. Les hypothèses rassurantes qui avaient façonné notre relation pendant des décennies s'étaient révélées insuffisantes, voire parfois fausses. Pourtant, dans ce bilan douloureux, résidait la possibilité de quelque chose d'inattendu, la chance de se voir vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Que ces retrouvailles mènent à la réconciliation ou à des adieux empreints de compassion, cela restait incertain. Les deux voies exigeaient du courage, de l'honnêteté et la volonté de dépasser les illusions confortables pour accepter des vérités dérangeantes. Alors que je m'endormais lentement dans la chambre que nous partagions depuis des décennies, j'ai pris conscience que la plus grande trahison dans un mariage n'est pas toujours l'infidélité. Parfois, c'est la trahison insidieuse et mutuelle, le fait de se considérer comme acquis et de ne pas entretenir le lien qui semblait autrefois indéfectible. Patricia avait rompu nos vœux de mariage par sa liaison, certes, mais peut-être avions-nous tous les deux rompu la promesse de notre mariage bien avant cela, par complaisance et distance.
Le titre du document que j'avais choisi lors de l'enregistrement du premier rapport de Franck, ma belle-mère était au courant de la liaison, mais elle s'est tue me semblait désormais incomplet. Toute l'histoire était plus complexe, une famille marquée par l'amour et les secrets, un mariage miné par la trahison et la négligence, un avenir qui ne dépendait pas d'une seule découverte dramatique, mais d'innombrables petites décisions qui restaient à prendre. Demain, Patricia et moi commencerions la tâche difficile d'une communication honnête qu'elle conduise à la guérison ou à une fin empreinte d'empathie, l'avenir nous le dirait. Quoi qu'il en soit, nous ne vivrions plus dans un mensonge. Tout ce qui viendrait ensuite serait construit sur la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Et dans cette honnêteté douloureuse résidait le seul véritable espoir pour nous deux, pas nécessairement qu'elle sauverait notre mariage, mais qu'elle nous sauverait nous-mêmes.